bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 7 en Outre-mer. Aujourd'hui, 10 mai, journée nationale du souvenir en mémoire des victimes de l'esclavage. Les historiens ont recensé entre 11 et 16 millions d'esclaves sur 4 siècles de traite. Leurs descendants ont entamé depuis quelques années une bataille pour mieux connaître leurs origines. Recherche généalogique outre-mer, test ADN aux États-Unis. Ils peuvent maintenant savoir d'où viennent leurs familles. Des laboratoires spécialisés dans ces tests ADN ont vu le jour aux États-Unis et en Europe. Alors, savoir d'où nous venons aide-t-il vraiment à construire nos personnalités? Eh bien, nous poserons la question à nos invités, Serge Romana, président du comité Marche 98, et François Durper, membre du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Bonsoir à tous les deux. Mais d'abord, direction le Jardin du Luxembourg à Paris, où se tient, comme chaque année, le 10 mai, la commémoration nationale de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Les cérémonies ont commencé dans l'après-midi. On retrouve tout de suite sur place Karine Sigaud-Zabulon. Karine, bonsoir. Où en sont les festivités, Karine? Écoutez, la fête bat son plein, même si la pluie s'est invitée. Les amoureux de la musique ont tout de même répondu présent. Ils apprécient en ce moment la musique du groupe wallisien Sonic Quartet. Vito Baoba, également laïcien, donc, est prévu sur cette scène. Auparavant, il y avait, vous le savez, les cérémonies officielles avec le président de la République. Cérémonie marquée par 2 anniversaires. Le premier, les 220 ans de la première abolition de l'esclavage. Et le second anniversaire, les 210 ans de l'indépendance d'Haïti. Haïti, pays meurtri par le séisme, vous le savez, qui a été pris en considération dans le discours de François Hollande. Le président de la République s'est également exprimé au micro de François sur l'impossible réparation par rapport à la traite négrière. On écoute le président de la République. On ne réparera jamais l'esclavage. C'est une tâche qui est dans l'histoire de l'humanité et qui ne peut pas se dissoudre. Et je ne sais par quels moyens, y compris financiers, nous pourrions faire ce travail d'oubli. Je ne le veux pas, je ne le demande pas. Je comprends qu'il y ait ce débat, mais je ne veux pas y participer parce que je considère que nous avons d'abord à commémorer, à faire un travail de mémoire, de vigilance et ne pas nous lancer dans je ne sais quelle indemnisation par rapport à qui, même si nous savons par rapport à quoi. Alors Karine, y a-t-il toujours du monde ce soir au Jardin du Luxembourg? Je sais, Elias, que vous mourrez d'envie d'être présent parmi cette foule, mais malheureusement, peu de personnes sont là pour écouter. Alors, c'est peut-être à cause du mauvais temps, mais c'est peut-être aussi à cause de la très faible publicité faite autour de cette première. Un concert gratuit, c'est aussi pour le comité une façon de rendre plus populaire cette journée nationale de la traite négrière et de ses abolitions. Merci Karine. Merci à vous Karine et on se rendra donc tous ce soir au Jardin du Luxembourg à Paris. Et ce matin, justement avant ces cérémonies, eh bien le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires et d'autres mouvements associatifs et syndicaux ont manifesté place de la Sorbonne à Paris. 150 personnes venues réclamer des indemnisations et des réparations, notamment à l'État, pour les descendants d'esclaves. Et puis dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts, 300 personnes ont tenu à commémorer ce matin l'abolition de l'esclavage, protestant ainsi contre le refus du maire FN récemment élu d'organiser des célébrations. La ville de Villers-Cotterêts abrite la tombe du général Dumas, né esclave à Saint-Domingue et père de l'écrivain Alexandre Dumas. Voilà, et avec nous ce soir Serge Romana, bonsoir. Vous êtes le président de l'association CM98. Vous avez participé ce matin à la manifestation de Villers-Cotterêts. Vous vouliez répondre à cette provocation? Oui. Certainement. Je voulais surtout montrer que le Front National est totalement en dehors de la République, parce que ne pas commémorer l'abolition de l'esclavage veut dire qu'on n'honore pas la République qui a aboli l'esclavage. Donc c'est quelque chose de dangereux pour l'ensemble du peuple français, pour le pacte républicain, et donc je souhaitais vraiment être là pour dire qu'au contraire, il faut honorer la République abolitionniste. En tout cas, en France, il faut le faire de façon sans conteste. On vient d'entendre François Hollande sur le sujet des réparations, un sujet qui fait polémique. Vous, aujourd'hui, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à la réponse de François Hollande ce soir? La réparation est une impasse qui nous mène dans le mur. C'est une voie qui nous mène dans le mur.
je ne vois pas, très concrètement, si je prends la Guadeloupe et la Martinique, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut réparer. Je cherche, mais je n'ai pas bien compris. Je pense que le premier problème chez nous est justement la rupture que l'on a par rapport à nos aïeux. Et ceci, pour pouvoir refaire le lien entre nous et nos aïeux, pour être fiers de ce qu'ils ont fait, pour comprendre que nous sommes des enfants de survivants, que nous avons cette force en nous pour pouvoir nous projeter et construire ces pays, eh bien, c'est un travail que nous avons à faire. Personne ne peut le faire à notre place. François Durper, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Serge Romana sur l'impossible réparation? Alors, le fait de réparer l'esclavage, on ne peut pas réparer l'esclavage. De même qu'un historien vous dirait qu'il ne peut pas transformer le passé. On peut transformer l'avenir, on peut bâtir l'avenir, on ne peut pas transformer le passé. En revanche, Césaire disait les Européens nous doivent des choses pour ce qu'ils nous ont fait. On peut faire tout dire à Césaire, vous voyez, c'est vrai qu'il n'aimait pas du tout le terme de réparation, Césaire. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce qui s'est passé à Villers-Cotterêts, c'est quand même aussi préciser quelque chose. On s'était dit juste après les municipales, est-ce que les maires Front National vont respecter la République ? Ne pas commémorer le calendrier républicain, ce n'est pas respecter la République. Donc je tenais aussi à le dire, comme membre du comité national, c'est absolument inacceptable. Et d'ailleurs, l'effet a été inverse, puisque Serge y était ce matin. Il y a eu plein de gens qui ont décidé de faire de Villers-Cotterêts le centre de leur D'accord, pour la commémoration. manifestation. Aujourd'hui, c'est le 10 mai, François Durper. Est-ce que ce genre de commémoration existe aussi aux États-Unis et ailleurs? Ou est-ce que la France est la seule à encore commémorer l'abolition de l'esclavage? Un jour national consacré à l'esclavage, c'est la France. Il n'y a pas d'équivalent. Aux États-Unis, il y a un jour important, on ne commémore pas l'esclavage, mais il y a un jour férié pour le Martin Luther King Day. Et là, on commémore surtout la lutte pour les droits civiques. On a des histoires différentes, même si l'histoire de l'esclavage, elle est enracinée dans l'histoire américaine. Alors restez avec nous, messieurs. En France, justement, les descendants d'esclaves d'origine antillaise et réunionnaise se sont lancés dans une quête identitaire plutôt que de se battre justement pour obtenir des réparations financières. Votre association, Serge Romana, le CM98, s'est lancée dans des recherches généalogiques. Stéphanie Depierre. Des maîtres et des maîtres de bobines, des heures et des heures de travail pour ces passionnés de généalogie. Dans la salle des microfilms des archives de Paris, ils pistent les traces de leurs ancêtres esclaves. Point de départ des recherches, 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage. En 1848, personne n'avait de nom. Et en 1848, ils ont donné un nom à tout le monde. Donc, il y a un registre qui s'appelle le registre des nouveaux libres en Guadeloupe, et sur lequel vous avez le prénom, le numéro de matricule et le nom donné. Actes de naissance, de mariage, de décès, les apprentis généalogistes recoupent les informations. Un travail difficile vu le mauvais état des registres d'état civil. Mais les découvertes sont vite fructueuses et ce qui était une démarche personnelle devient petit à petit une œuvre de mémoire collective. Nous sommes 500 000 descendants d'esclaves en France, principalement antillais. Et aujourd'hui, nous avons un vide, un trouble identitaire majeur. Aujourd'hui, nous pensons que s'affilier à eux, les reconnaître, est pour nous-mêmes une source de renaissance. Ce long travail pour sortir les esclaves de l'anonymat a commencé en 2006. À ce jour, 30 000 patronymes ont été répertoriés par l'association CM98. Une richesse partagée via des expositions et des ateliers. Comme ici en 2011 en banlieue parisienne, Lisette vient d'identifier son grand-père, né en Afrique, esclave matricule 1198. Il a vécu à Saint-Claude en Guadeloupe et c'était dans l'habitation Le Pelletier. Alors il faut que je fasse des recherches sur tout ça pour pouvoir arriver à retrouver la trace de mes ancêtres. Dans cette quête, les informations du CM98 ne sont qu'un début, mais c'est déjà un trésor, car dans les familles antillaises, on ne parlait pas de cette histoire douloureuse. On ne parlait pas de l'esclavage, c'est un sujet tabou. On peut comprendre avec toute cette souffrance que ça a drainé, que les gens qui l'aient vraiment connu, ma grand-mère qui est née effectivement en 1800, qui l'a certainement bien connu, ne voulait pas en parler. Il y a 2 ans, le CM98 a acquis des archives d'actes notariés qui compilent les achats et les ventes d'esclaves. Ces documents sont toujours en cours d'analyse. Ils devraient permettre de retrouver d'autres ancêtres. Serge Romana, qu'est-ce qu'on trouve justement très concrètement et précisément dans ces actes notariés? Ce sont des informations très personnelles ou pas? Alors, juste avant, oui. Je tiens à vous dire que le 10 mai, ce n'est pas la journée en mémoire des victimes de l'esclavage, comme vous l'avez dit en introduction. Ça, c'est le 23 mai. C'est important parce que ce sont les personnes qu'on retrouve ici,
que l'on honore. Alors, les actes notariés, ce sont des actes qui ont été établis par des notaires à l'occasion de ventes, de mariages, de décès, et où on faisait l'inventaire, en fait, des maîtres. Et donc, dans l'inventaire, vous aviez les maisons, vous aviez les bêtes à cornes, vous aviez, etc., vous aviez les esclaves. Et là, on trouve des choses absolument passionnantes. On trouve évidemment des prénoms. Alors, il n'y a pas de nom à ce moment-là, parce que ce sont des esclaves. Et là, nous sommes en plein esclavage, il n'y a pas de nom. Mais vous avez la couleur, ou vous avez par exemple quelqu'un qui est infirme, ou quelqu'un qui a des hémorroïdes, ou quelqu'un qui a... Enfin bref, vous trouvez un certain nombre de caractéristiques sur les gens, et surtout ce qui est important pour nous, ça nous permet de partir de la personne qui a été nommée en 1848, et de pouvoir remonter, peut-être des fois, on est déjà remonté jusqu'au bateau. Alors, est-ce que ces recherches qui pour l'instant concernent les Antillais, est-ce qu'elles vont être élargies plus tard aux Guyanais et aux Réunionnais? Alors, les Guyanais, c'est possible. Les Réunionnais, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que c'est chaque groupe qui doit réellement faire ce travail. Le CM 98 est avant tout une association antillaise. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle a déjà des difficultés à le faire. Elle essaie de régler les problèmes qui sont liés aux membres et à la communauté dans laquelle elle vit. François Durper, la recherche généalogique, qu'est-ce que ça permet concrètement aux descendants d'esclaves? De tourner la page ou pas? Il y a deux choses, c'est pas à l'historien de dire ça, mais il y a ce que l'historien peut dire. La première chose, c'est que depuis la loi Taubira, depuis 2001, il y a eu une sorte de discours, alors plein de plateaux télé où on parlait d'un côté du devoir de mémoire et de l'autre côté du devoir d'histoire. Quand vous voyez ces gens travailler au CM 98, vous leur dites qu'ils ne sont pas aussi historiens, ils travaillent sur des actes notariés que fait l'historien. C'est pas si simple que ça. On peut pas dire il y a qu'un côté de la mémoire, de l'autre côté de l'histoire. Il y a un rapport au passé. Et ce rapport au passé, oui, d'accord, nous, historiens, on a besoin de la mémoire. Hein, c'est quelque chose qui est important. Et pour les descendants? La deuxième chose, c'est que ce qu'on remarque aussi, c'est que ici, il s'agit, moi, par exemple, comme enseignant, je montre ces actes-là, je montre des inventaires de plantation. Et qu'est-ce que je constate? C'est qu'entre montrer le document réel, l'inventaire de plantation à des enfants, et leur montrer ce qu'on leur montrait il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est-à-dire des documents, des ouvrages abolitionnistes. Vous savez, le bateau avec les esclaves entassés. Il y a un document qui est beaucoup plus fort, c'est le document réel. C'est-à-dire de voir ça, de voir le nom et de voir le prix. Ça, c'est quelque chose qui, pour un enfant, est immédiatement, et puis l'écriture, voir le vrai document, c'est quelque chose qui est très important pour un enseignant. Et ce que ça nous apporte, en un mot, vous avez posé la question. Ça nous apporte la fierté, ça nous apporte de l'amour pour nos parents et de l'amour pour nous. Ça nous relie, puisque ça donne une origine commune. Et ça, c'est essentiel. On l'a bien compris. Alors voilà donc pour les recherches généalogiques. Aux États-Unis, maintenant, la recherche des ancêtres passe par des tests ADN. C'est une nouvelle mode. Des stars afro-américaines comme le réalisateur Spike Lee ou bien encore l'animatrice Oprah Winfrey ont montré l'exemple en se prêtant à un test. Grâce à un simple prélèvement sur un coton-tige, eh bien, on peut désormais retrouver ses racines. Valérie Hurtel, Charlotte Nottingham. Ici, nous sommes à Harlem, un des hauts lieux de la culture noire aux États-Unis. Au cœur de Manhattan, Glenn a rendez-vous avec son professeur. Ce jeune noir américain apprend la langue des Bamoun, une ethnie d'Afrique centrale dont il ne connaissait rien il y a quelques mois. C'est un test ADN qui lui a révélé ses liens avec le Cameroun. Cette découverte a bouleversé sa vie. Il prépare son premier voyage vers le continent noir. Ce que je suis en train de faire, mes parents n'auraient jamais pu le faire. Et pour beaucoup d'Afro-Américains, c'est à peine imaginable. Retisser un lien avec mes racines à travers Abdoulaye, qui vient de mon ethnie, je crois bien que ça amuserait mes ancêtres. Les tests ADN, un business en plein boom aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends un échantillon d'ADN dans sa bouche. Un prélèvement de salive, $450, et 6 semaines plus tard, le voile se lève sur une filiation inconnue, un vide hérité de l'esclavage. Dans son laboratoire à Brooklyn, Abraham met en garde contre les marchands de rêve. Le test ADN a ses limites. On ne peut pas dire exactement quel village ou quel pays, mais ça sera Central Afrique du Sud, ça sera Afrique du Nord. Ça ne va rien changer à de leur histoire, ça ne va rien changer à leur situation ici, mais ils veulent savoir d'où est-ce qu'ils viennent.